Un manoir paisible, un étang figé, 3 robes prêtes pour l'amour, et un silence que la vérité seule ose briser. Ici, les apparences chuchotent, les souvenirs mentent, et les cœurs se taisent jusqu'au dernier battement. Hercule Poirot, lui, écoute l'invisible. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prêt, entrons dans l'histoire. Je me souviens parfaitement de ce matin-là, où la pluie battait les vitres avec une régularité presque apaisante. Assis près du feu, je feuilletais distraitement un journal abandonné, lorsque la clochette de la porte d'entrée retentit. Poirot leva à peine les yeux de sa tasse de chocolat. C'est moi qui allais chercher la lettre déposée par le facteur. L'écriture me frappa immédiatement. Élégante, inclinée, reconnaissable entre toutes. Alton Baxter, je n'avais plus pensé à cet homme depuis des années. Nous nous étions connus durant une campagne militaire dans le Kent, bien avant que la guerre ne nous transforme tous à jamais. Il écrivait maintenant depuis le comté de Surrey, et son ton n'était pas celui d'un ami qui retrouve une connaissance. Il y avait dans cette missive quelque chose d'urgent, presque solennel. Mon cher Hastings, je vous écris dans la plus grande émotion. Mes 2 filles, Eleanor et Liliane, ont décidé de se marier le même jour. La cérémonie aura lieu à Crofton Leigh et je serai honoré que vous y assistiez. Je relus la lettre à voix haute, un sourire flottant sur mes lèvres. Un double mariage, quel événement! Et dans un si petit village, le reste de la lettre évoquait des souvenirs communs, des banalités convenues, mais sous la surface, je crus percevoir une forme de trouble. Il y avait un ton presque implorant dans cette invitation, un besoin qu'on vienne, qu'on observe. Je tendis la lettre à Poirot. Il fronça les sourcils, son intérêt déjà piqué. Poirot prit la lettre entre ses doigts avec précaution, comme s'il manipulait un fragment de porcelaine fissuré. Il la lut lentement, 2 fois. À la seconde lecture, je le vis incliner légèrement la tête, puis tapoter du doigt un passage précis. « Mon ami, dit-il doucement, ceci est curieux, une double noce? Quel tableau charmant! Mais écoutez bien la formulation. Mes 2 filles ont décidé de se marier le même jour. Cela, c'est un choix concerté, non? Et pourtant, tout dans cette lettre respire l'inconfort. Une dissonance, une tension entre les lignes. Je haussai les épaules. Pour moi, il s'agissait simplement d'un père débordé par l'émotion. Mais Poirot, lui, avait ce don de percevoir l'ombre portée d'une virgule, le soupir caché entre 2 mots. Et puis, poursuivit-il, il y a cette broche évoquée en note de bas de page, un bijou ancien, de famille, qui aurait été difficile à attribuer. Pourquoi mentionner cela? Pourquoi insister? Je ne répondis pas. Déjà, il s'était levé, l'œil brillant, les mains croisées, derrière le dos. Hastings, je sens... Non, je sais que quelque chose cloche ici, et je vous avoue que je suis fort tenté de satisfaire ma curiosité. Une fois l'étrangeté de la lettre pleinement discutée, je retournai à la table pour relire les noms mentionnés. Eleanor, l'aînée, promise à un certain Rupert Latham, et Liliane, la cadette, sur le point d'épouser un Adrian Weatherby. 2 hommes que je ne connaissais pas, 2 jeunes femmes que je n'avais pas revues depuis leur enfance. Je m'efforçais de me représenter la scène. Une même église, un même jour, 2 mariés, passant tour à tour sous la nef. L'idée me paraissait romanesque, peut-être un peu théâtrale. Pourtant, à mesure que je réfléchissais, un doute s'immisça. Pourquoi une telle précipitation? Pourquoi cette simultanéité? Je consultai Poirot, qui hochait pensivement la tête. 2 mariages en un seul jour, mon ami, c'est trop.
Trop d'émotions, trop de tension. On cache souvent quelque chose lorsqu'on superpose ainsi les événements. Et vous savez ce que je pense des choses superposées. Je souris. Cela sentait l'observation méticuleuse à venir, les petits détails laissés pour compte et les silences trop parfaits. Et si nous répondions à cette invitation, dis-je. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il observait déjà la carte du Surrey, un doigt posé sur Crofton Leg. Ce fut en relisant la lettre une troisième fois que je notai ce qui avait d'abord échappé à mon attention. Une post-scriptum rédigée dans une encre plus pâle, comme ajoutée à la latte. PS. Concernant la broche de grand-mère Maude, je l'ai confiée à Élisabeth, mais je ne suis pas certain encore de laquelle des filles elle reviendra. Ce bijou, je m'en souvenais soudain, une broche ancienne, en forme de lys blanc, sertie d'opale et transmise de génération en génération. Maud Alton Baxter la portait toujours lors des grandes occasions, et l'on disait dans la famille qu'elle choisissait elle-même à qui la confier, selon des critères aussi mystérieux qu'inflexibles. Je lus ce passage à Poirot. Il se figea. Voilà un détail qui n'en est pas un, Hastings. Le lys, symbole de pureté, mais aussi de deuil. Et dans une fratrie, un tel objet devient le foyer de toutes les jalousies enfouies. Peut-être n'est-ce qu'une question d'organisation, objectai-je. Peut-être, ou peut-être que cette hésitation est révélatrice. Imaginez que l'on remette la broche à l'une, que l'autre s'en sente déshéritée. C'est là que naissent les blessures invisibles, celles qui mûrissent en silence. Je sentis un léger frisson me parcourir. Il me sembla soudain que cette broche était bien plus qu'un bijou de famille. Elle était le fil d'Orédée ou vénéneux d'une rivalité qui ne disait pas encore son nom. Nous prîmes la route 2 jours plus tard, un matin clair de fin d'été. Le trajet fut paisible, mais au fur et à mesure que nous approchions de Crofton Leigh, quelque chose changeait dans l'air. Les haies devenaient plus hautes, les collines plus silencieuses, comme si le paysage lui-même retenait son souffle. Le village apparut enfin, une rue principale bordée de maisons en pierre, une petite église anglicane aux vitraux ternis, et au loin, la silhouette sévère du manoir des Alton Baxter. Un calme absolu y régnait, presque trop parfait. « Voici un lieu qui dort les yeux ouverts », murmura Poirot. Je ne pus m'empêcher de remarquer qu'aucun enfant ne jouait, que les rideaux des maisons semblaient tirés. Le village avait ce quelque chose de figé qu'ont les lieux où l'on attend un drame annoncé. Alors que notre fiacre roulait lentement vers le domaine, une femme âgée s'arrêta sur le seuil de sa maison pour nous observer. Elle ne souriait pas. « Il y a ici, Hastings, quelque chose de grippé dans les rouages du silence, » dit Poirot, en tapotant légèrement le rebord de la banquette. « Et je crains que nous ne soyons pas venus seulement pour des noces. » Nous avions presque atteint le portail du domaine, lorsque Poirot, les bras croisés et les moustaches frémissantes, se pencha vers moi, plus sérieux qu'il ne l'avait été depuis le départ. « Mon ami, » dit-il, « je ne crois pas une seule seconde que ce voyage soit un simple caprice social. » Je l'interrogeai du regard. « Vous vous souvenez de l'affaire de Windermere? Un mariage, une sœur jalouse, un héritage détourné. Tout y semblait paisible jusqu'au moment où... » Il ne termina pas sa phrase, laissant le souvenir suspendu comme une lame invisible. Ce que je ressens ici est comparable. Il y a un contraste entre l'annonce de la joie, un double mariage, et cette tension latente, cette hésitation autour d'un bijou, cette voix qui tremble dans une lettre. Ce n'est pas un hasard, Hastings. Je fronçai les sourcils, légèrement mal à l'aise. Vous croyez qu'un crime se prépare? Non, dit-il lentement. Je crois qu'il s'est déjà produit, et que l'on tente, par une cérémonie, de poser un voile de soie
sur une vieille plaie. Le fiacre s'arrêta. Le portail s'ouvrit en grinçant. Et c'est ainsi, je le compris plus tard, que nous entrions dans l'histoire avant même que le crime n'éclate. Le fiacre s'arrêta dans un crissement discret de gravier humide. Je sortis le premier, emmitouflé dans mon pardessus, observant la route principale de Crofton Leigh comme on regarde un tableau trop bien rangé. Le silence n'y était pas simplement l'absence de bruit. Il était comme une présence, une chose palpable et contenue, retenue dans les pierres mêmes des maisons. Un endroit parfait pour la paix domestique, murmurai-je. Ou pour étouffer un cri, répondit Poirot avec gravité, le regard levé vers les volets clos. Le village avait cette apparence d'ordre ancien, figé dans ses habitudes, mais dont le vernis, à y regarder de plus près, laissait deviner des failles. Il y avait là une perfection trop nette, une immobilité trop volontaire. Rien ne bougeait, sinon les feuilles mortes qui tourbillonnaient lentement dans les allées. Nous marchâmes en silence jusqu'au portail du domaine. Au loin, une silhouette s'effaça derrière un rideau. Le ciel, sans être menaçant, portait cette teinte de fin d'après-midi anglaise qui annonce l'heure du thé ou celle d'une mauvaise nouvelle. « Hastings, » dit Poirot en s'arrêtant net, « il faut toujours se méfier des villages où rien ne semble arriver. » Je n'eus pas le temps de répondre qu'un majordome venait déjà à notre rencontre. Le majordome, un homme sec au visage impassible, nous mena dans le grand hall du manoir Alton Baxter, sans un mot de trop. Le bois ciré des escaliers, l'odeur ancienne des tapis et un tic-tac discret provenant de l'horloge de parquet créaient une atmosphère de respectabilité presque oppressante. Nous y retrouvâmes M. Alton Baxter, vêtu d'un costume 3 pièces, soigneusement repassé. Il nous serra la main avec effusion, mais son regard flottait, comme si quelque chose ou quelqu'un accaparait son esprit. « Hastings, mon cher ami. Et Monsieur Poirot, quelle joie. Oui, vraiment, quelle joie. » À peine ces mots prononcés, une jeune femme entra. Elle portait un châle jeté à la hâte sur les épaules, et son sourire me sembla plus mécanique que sincère. « Ma fille Liliane, » annonça-t-il. Elle nous salua d'une voix douce, presque trop douce, tandis que derrière elle surgissait un homme grand, aux traits fermés. Rupert, le fiancé d'Éléanore. Il nous salua avec la politesse d'un diplomate, puis s'effaça dans un silence glacé. Il y avait dans ces échanges quelque chose de tendu, d'inaudible, comme si chaque mot était pesé. Poirot, immobile, observait, écoutait, jaugeait les silences. « Mon ami, » murmura-t-il en aparté, « ces gens n'attendent pas un mariage. Ils attendent que quelque chose éclate. » On nous conduisit au salon, où nous fûmes bientôt rejoints par Madame Alton Baxter. Une femme élégante, encore, bien que marquée par les années. Son port était droit, presque raide, et ses mains ne cessaient de jouer avec l'ourlet de son mouchoir brodé. « Monsieur Poirot, Capitaine Hastings, c'est un honneur, vraiment. » Mais sa voix tremblait à peine. Et ce tremblement, Poirot le remarqua. « Vos filles sont-elles heureuses, madame ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux fixèrent un point invisible au-dessus de la cheminée. Éléanore est réfléchie. Liliane est vive. 2 tempéraments différents. Puis elle ajouta, presque imperceptiblement, 2 tempéraments qui n'auraient jamais dû. Enfin, le destin fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Ces mots tombaient comme des feuilles sèches. Elle se leva soudain, prétextant une migraine, et quitta la pièce. Je vis Poirot fermer les yeux un instant, comme s'il venait d'entendre une note fausse dans une mélodie oubliée. Je décidai de faire un tour seul, pour respirer un peu d'air frais,
et explorer ce village qui m'était inconnu. L'église se trouvait à quelques pas du manoir, lové dans une petite cour bordée de pierres anciennes. À l'intérieur, l'organiste répétait doucement un air nuptial. Les bancs étaient fleuris. 2 coussins brodés posés côte à côte devant l'autel. 2 mariés, 2 prières, une seule cérémonie. Je ne pus m'empêcher de ressentir un certain malaise. La beauté du lieu ne suffisait pas à dissiper ce sentiment d'incongruité. 2 destins, 2 unions, mais une unique nef, un unique espace sacré. Quelque chose sonnait faux. Je vis la sacristine déposer un second bouquet, identique au premier. Les jeunes filles ont voulu tout partager, dit-elle avec un sourire. Tout, jusqu'à la musique. Je lui rendis son sourire, mais un nœud s'était formé dans ma gorge. Je pensais à Poirot et à ses soupçons. Peut-être n'était-il pas le seul à pressentir un déséquilibre. En sortant de l'église, je longeais distraitement le petit cimetière attenant. Comme on flâne sans dessein, le vent s'était levé, portant avec lui l'odeur légère de la mousse et des feuilles tombées. Soudain, une voix râpeuse me fit sursauter. « C'est pas sa place. Non, non, pas sa place. » Je me retournai et découvris un vieil homme en blouse grise, une bêche à la main, penché sur une tombe fraîchement dérangée. Il marmonnait en secouant la tête, et je compris qu'il s'adressait à lui-même autant qu'à moi. « Excusez-moi, dis-je, quel est le problème ?»« Le cercueil, monsieur, celui de la petite. Il a été déplacé, voyez. Je l'ai pas bougé, moi. Je l'ai trouvé comme ça, ce matin, et on n'a pas eu d'enterrement depuis des mois ici. » Je m'approchai. Le monticule était effectivement décalé, et les pierres d'entourage semblaient avoir été dérangées, puis grossièrement remises. « Quelle petite ?» demandai-je, intrigué. Il cracha dans les feuilles mortes et répondit d'une voix sourde. « Une des filles Alton Baxter, une enfant, morte il y a longtemps. Une histoire pas nette. On parle pas de ça, ici. » Je restais figé, et au moment où je me tournais pour revenir sur mes pas, j'aperçus Poirot, immobile près du portail du cimetière. Son regard était posé sur la tombe déplacée. Il n'avait pas entendu notre échange, mais il savait déjà. Je reconnus cette tension dans sa mâchoire, ce frisson léger dans sa moustache. Le passé venait de frapper à la porte du présent. De retour au village, je trouvai refuge dans l'ombre fraîche de la sacristie. Le vieux sacristain, un homme voûté à la barbe clairsemée, m'invita à m'asseoir. « Vous parliez d'un cercueil, » dit-il d'un ton prudent. « Vous savez, monsieur, il y eut une petite fille. Elle appartenait à la famille Alton Baxter, oui, mais c'est une chose qu'on ne dit pas ici. » Je hochai la tête, l'encourageant du regard. Elle s'appelait Grace, une jolie enfant. Elle est morte, je crois, à 3 ou 4 ans. Mais on n'a jamais su comment. Une fièvre, disaient-ils, mais tout cela fut trop vite enterré, si je puis dire. Il regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Après sa mort, on n'a plus jamais parlé d'elle. Même dans les messes, son nom n'était pas repris. Je sortis, glacé. Cette petite morte, oubliée, effacée, c'était une note discordante dans le cœur d'un village qui se voulait harmonieux. Poirot m'attendait au pied d'une tombe isolée, à l'écart des autres. « Regardez, Hastings, » dit-il en désignant la pierre. « L'inscription, elle a été grattée, volontairement. » Je m'approchai. Il ne restait que des lettres brisées, à peine lisibles. Un prénom amputé, une date effacée. « Pourquoi voudrait-on effacer un nom ?» murmurai-je. Poirot ne répondit pas tout de suite. Il se contenta d'un soupir long et discret. « Parce qu'un nom peut devenir une menace, » dit-il enfin, surtout lorsqu'il rappelle une vérité que personne ne veut affronter.
et dans le silence du cimetière, je crus entendre, porté par le vent, une comptine enfantine, sans parole. Ce fut un dîner singulier que celui donné ce soir-là au manoir Alton Baxter. L'ambiance, d'abord tendue, bascula vite dans une forme de politesse désincarnée, où chaque silence pesait plus que les paroles échangées. Je m'étais imaginé, en recevant l'invitation, une scène chaleureuse, des rires, peut-être même une touche d'excitation propre aux noces à venir. Il n'en fut rien. La table, pourtant, parfaitement dressée, semblait froide. Éléanore, à la droite de son père, mangeait peu, le regard souvent perdu dans le vide de son assiette. Rupert, à sa gauche, gardait les bras croisés, ne prononçant que des réponses brèves aux tentatives de conversation. En face, Liliane était d'une vivacité presque excessive. Elle parlait de tout, de robes, de musique, de voyage, mais chaque mot sonnait comme une provocation. Adrian, son fiancé, paraissait n'être qu'un reflet pâle à ses côtés. Il souriait de biais, acquiesçait, mais ses doigts tremblaient en tenant sa fourchette. Poirot, quant à lui, restait silencieux, les yeux mobiles, notant les jeux de regard, les frôlements évités, les tensions contenues. « C'est étrange, murmurai-je à mon voisin, Monsieur Alton Baxter. Vous semblez tous bien fatigués. » Il sourit tristement. « Nous portons beaucoup de souvenirs ici, capitaine. Et tous ne sont pas des bénédictions. Je sus alors que ce dîner n'était pas seulement le dernier avant un mariage, mais peut-être aussi la répétition d'un adieu plus ancien. » Après le repas, la compagnie se dispersa dans les salons du manoir. Je m'étais installé près de la cheminée, une tasse de thé en main, lorsque Poirot s'approcha doucement. « Observez-les, mon ami. 2 hommes, 2 silences, mais aucun ne repose sur la même intention. » Je suivis son regard. Rupert se tenait debout, raide, les mains derrière le dos, fixant le feu sans ciller. Il semblait indifférent à ce qui l'entourait, comme s'il se trouvait déjà ailleurs, dans un avenir planifié, sans surprise, sans éclat. Adrian, lui, se promenait nerveusement d'un meuble à l'autre, touchant distraitement un cadre ici, un vase là, sans jamais vraiment regarder qui que ce soit. Son visage s'éclairait par instants d'un sourire trop large, qui retombait aussitôt comme un masque mal ajusté. « Le premier, » dit Poirot, dissimule l'absence d'émotion par orgueil. Le second, lui, cache une peur. Mais de quoi? Je ne pus que hausser les épaules. « Peut-être du mariage, » répondis-je. Poirot esquissa un sourire fin. « Ou de ce que le mariage pourrait révéler. Les natures humaines, Hastings, sont rarement effrayées par ce qui est devant elles, mais par ce qui pourrait remonter de derrière. » Et dans le reflet des vitres, je crus voir le regard d'Éléanore tourné vers Adrian, puis détourné brusquement. Ce fut en fin de soirée que le sujet tant attendu, ou redouté, fit enfin irruption dans la conversation. La broche. L'objet lui-même n'avait pas encore été présenté, mais chacun, à table comme au salon, semblait en connaître la valeur symbolique. « Mère, » demanda soudain Liliane, d'un ton doux mais ferme, « as-tu décidé? Qui la portera demain ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'aucune réponse. Élisabeth, droite dans son fauteuil, prit une inspiration lente. « Elle revient à celle qui se marie la première, » dit-elle simplement. « Mais nous nous marions toutes les deux, » insista Liliane. « Et c'est Éléanore qui a toujours porté ce bijou en cachette, dès que tu avais le dos tourné. » Éléanore rougit, puis pâlit. Elle se leva. « Si cela te tient à cœur, Liliane, prends-la. » Mais Élisabeth se redressa aussitôt. « Non, elle est pour toi, Éléanore. Tu es l'aînée. » Un silence glacé s'abattit dans la pièce. Liliane sourit, mais c'était un sourire de façade. Ses yeux, eux,
brillaient d'un feu contenu. Alors qu'il en soit ainsi, elle quitta la pièce d'un pas léger, presque dansant. Je me tournai vers Poirot. Il hochait la tête lentement. Un objet, une graine, et demain, peut-être, une fleur vénéneuse. Il était tard lorsque je remontais me coucher. Le manoir, plongé dans une semi-obscurité, respirait la solennité des vieilles maisons anglaises, où les murs ont trop entendu. En passant devant l'escalier, j'aperçus une silhouette immobile dans la pénombre du petit salon. C'était Éléanore. Elle était debout, devant la grande baie vitrée, la broche à la main. Je n'osais l'interrompre. Son visage n'exprimait ni tristesse, ni colère, mais une forme étrange de calme suspendue. Elle semblait ailleurs. Je montais d'un étage, non sans jeter un dernier regard en contrebas. Plus haut encore, un son me parvint, une voix, claire, légère, presque enfantine. Quelqu'un chantait. Je m'approchai doucement du couloir. C'était Liliane, assise sur le bord de son lit, en chemise de nuit. Elle chantait une comptine, une mélodie dont les paroles m'échappaient, mais que j'avais déjà entendue. Trois mariés dans une maison, l'une rit, l'autre fond. Elle s'interrompit, soudain consciente de ma présence. Elle sourit, inclina la tête, puis ferma la porte. Je rejoignis ma chambre, troublé. Quelque chose ou quelqu'un rôdait entre les murs de ce manoir. Pas un fantôme au sens romanesque, non, mais un souvenir qui attendait son heure pour frapper à la porte. Je me souviens avoir ouvert les yeux avec un étrange pressentiment, une impression de déséquilibre, comme si quelque chose, quelque part dans la maison, avait glissé hors de son axe durant la nuit. Je m'habillai rapidement et descendis au petit déjeuner. Dans la salle à manger, le personnel s'affairait, mais l'atmosphère semblait suspendue. Liliane était déjà là, silencieuse, une tasse intacte devant elle. Adrian lisait un journal sans en tourner la page. Rupert n'était pas encore apparu. Mais surtout, Éléanore manquait à l'appel. Elle a peut-être eu du mal à dormir, suggéra Adrian, en relevant à peine la tête. Ce jour est chargé, mais nul ne semblait y croire. Une inquiétude sourde gagna les visages. Élisabeth, plus pâle que jamais, demanda à ce qu'on aille vérifier dans sa chambre. J'y montai moi-même. La porte était entr'ouverte. Le lit n'avait pas été défait. La robe de nuit était soigneusement pliée sur la chaise, comme si elle n'avait même pas été effleurée. Je descendis lentement, chaque marche pesant comme une pierre. « Poirot, dis-je à voix basse, Éléanore n'a pas dormi ici cette nuit. » Il me regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors, Hastings, nous devons nous préparer au pire. » Ce fut un jeune jardinier qui la découvrit le premier. Il avait voulu se rendre au potager à l'aube, et en traversant le sentier qui longeait l'étang, il avait aperçu quelque chose d'étrange, un pan de tissu blanc, immobile, qui flottait doucement à la surface. Alertés, nous accourûmes. Poirot m'ordonna de rester en retrait, mais je m'approchai malgré moi, poussé par une force que je ne saurais nommer. Éléanore gisait là, dans l'eau peu profonde, le corps encore intact, les bras repliés comme dans une prière. Elle portait sa robe de mariée. Pas une imitation, pas une toile d'essayage, mais la véritable robe, celle qu'elle devait revêtir pour son union avec Rupert. Les perles cousues à la main scintillaient à peine sous les premières lueurs du matin. Mais ce qui frappa le plus Poirot, et moi aussi, je dois l'avouer, fut l'absence de la broche. Ce lys blanc, symbole de l'héritage familial, ne se trouvait ni sur la robe, ni dans ses mains, ni nulle part autour d'elle. « Pas de lettre ?» demandai-je d'une voix tremblante. Poirot secoua lentement la tête. « Rien, aucun mot. »
Juste le silence, et une robe dans l'eau. Je me sentis défaillir. La scène avait quelque chose de sacré et d'atroce à la fois, comme un mariage interrompu par le geste le plus solennel qu'une âme puisse accomplir, ou alors comme un crime dissimulé derrière la perfection d'un voile blanc. Poirot s'agenouilla près du corps d'Éléanore. Il ne la toucha pas. Son regard, attentif et grave, examinait chaque détail avec cette précision presque douloureuse qui le caractérisait. La position des bras, le pli de la robe, la trace ténue d'un accroc dans la dentelle, à hauteur du poignet. « Regardez, Hastings, dit-il doucement, ce tissu a été tiré. Et là, sur le côté, l'herbe est aplatie, comme si quelqu'un s'était tenu debout ou agenouillé. » Je hochai la tête, mais restai silencieux. Aucune trace de glissade sur la berge, aucune hésitation dans la marche, et pourtant, une robe de mariée, portée dans la nuit. Cela ne se fait pas sans raison. Je m'approchai un peu plus. Elle semblait calme la nuit dernière. Résignée, peut-être, mais pas brisée. « Justement, » répondit Poirot, « ce calme est peut-être le plus fort des signaux. » Il se releva lentement. « Meurtre ou suicide, Hastings ? Voilà la question. Mais ce que je peux déjà affirmer, c'est que quelqu'un, ici, sait ce qu'il s'est passé, et que ce quelqu'un a préféré se taire. » Je suivis son regard en direction du manoir, dont les fenêtres commençaient à s'éclairer, et j'eus la certitude que ce matin-là, personne ne dirait la vérité de bon cœur. À peine le corps d'Éléanore avait-il été transféré dans la chambre funèbre que l'inspecteur local, un homme aux sourcils broussailleux et au jugement prompt, s'exprima avec assurance. « Suicide, dit-il, une robe de mariée, un étang, une nuit d'angoisse. Cela ne fait guère de doute. » Poirot, dont le silence s'était fait rare depuis notre arrivée, le contempla un instant, l'œil mi-clos. « Vous trouvez cela si limpide ?» demanda-t-il d'un ton doux. Elle était nerveuse. D'après les témoignages, elle s'était disputée avec sa sœur, peut-être même avec son fiancé. Ajoutez à cela le poids des apparences, des attentes, une broche disparue. Cela ressemble fort à un geste désespéré. Je vis Poirot hocher lentement la tête, mais sans acquiescer. « Peut-être, » murmura-t-il, « peut-être, mais il me semble que la simplicité apparente d'une scène est parfois la preuve même de sa fabrication. » L'inspecteur haussa les épaules. « C'est à vous de voir, monsieur Poirot, mais pour moi, l'affaire est entendue. » Poirot attendit qu'il soit parti pour se tourner vers moi. « Mon ami, le désespoir a parfois ses codes, mais ici, je crains que nous soyons face à quelque chose de bien plus construit et plus cruel. » Poirot décida d'interroger Liliane dès que l'occasion s'y prêta. Elle était assise dans le petit salon, un livre ouvert, à l'envers sur ses genoux, ses doigts tapotant, sans rythme, la couverture. « Mademoiselle, » dit Poirot, en s'asseyant face à elle, « il est probable que vous soyez l'une des dernières personnes à avoir vu votre sœur vivante. » Elle releva les yeux, mais ne répondit pas tout de suite. Nous nous sommes croisés dans le couloir. Elle allait je ne sais où. Elle semblait troublée, mais Éléanore était toujours un peu théâtrale. « Et la broche ?» insista Poirot. « La broche ? Oh, elle l'avait, je crois. Ou non, elle l'avait peut-être posée dans sa chambre, je ne suis pas sûr. » Poirot pencha légèrement la tête. « Hier soir, au salon, vous sembliez contrarié. Vous aviez évoqué une injustice. Je n'étais pas contrarié, seulement agacé. On aurait dit que tout devait toujours lui revenir. » Elle baissa les yeux. Elle n'avait pas de cœur, vous savez. On croit qu'elle était la douce, la raisonnable, mais elle savait blesser.
Poirot se leva. « Vous en souvenez-vous, mademoiselle, ou le souhaitez-vous » Elle ne répondit pas. Ses mains tremblaient à présent. Adrian Weatherby se tenait sur la terrasse, une cigarette à la main, fixant l'horizon comme s'il y avait là-bas quelque chose qu'il avait oublié de vivre. Poirot s'approcha, avec douceur. « Monsieur Weatherby, » dit-il sans préambule, « aviez-vous parlé avec Éléanore la veille de sa mort ?»« Nous avons échangé quelques mots, oui. » « Rien de particulier. Pas de querelle, pas de promesses brisées, rien de tendu. » « Non. » Elle semblait calme, un peu lointaine, peut-être, mais cela lui arrivait souvent. Poirot ne dit rien pendant un long moment. Puis, changeant de ton, « Vous étiez-vous rendu à l'étang cette nuit-là ?»« L'étang ? Non. Pourquoi l'aurais-je fait ? Peut-être parce que vous aviez entendu des pas. Peut-être parce que vous l'aviez suivi. » Adrian jeta sa cigarette. « C'est absurde. Je dormais. Vous avez le sommeil léger, pourtant, n'est-ce pas ? Écoutez, monsieur Poirot, je comprends que vous cherchiez des réponses, mais je n'ai rien à vous offrir. Éléanore, elle était comme une énigme qu'on ne peut jamais résoudre, et parfois, on se lasse de chercher. » Poirot se pencha légèrement vers lui. « Sauf si la solution vous effraie plus que le mystère lui-même. Je trouvais Rupert dans la bibliothèque, debout devant les rayonnages, comme s'il cherchait un volume dont il avait oublié le nom. Il se retourna lentement à mon approche. « Vous vouliez me parler, capitaine ?» Je m'éclaircis la gorge. Seulement comprendre. Éléanore, avait-elle des raisons de douter de vous, ou de ce mariage ? Il me regarda longuement. « Le doute est une maladie, Hastings. Ma fiancée n'en souffrait pas. Elle avait ses réserves, oui, mais elle ne doutait pas. Vous semblez très sûr de vous. Parce que je le suis. Elle ne m'a jamais fait de reproches, et si elle s'est tuée, ce n'est pas à cause de moi. » Il reprit un livre au hasard, et l'ouvrit sans le lire. Certains aiment les adieux théâtraux. Ce fut peut-être son dernier rôle. Je ressortis, mal à l'aise. La douleur contenue de Rupert ressemblait trop à de l'indifférence pour être honnête. Ce fut Molly, la petite servante, au visage toujours un peu craintif, qui se révéla la plus inattendue des confidentes. Poirot l'avait abordée dans la buanderie, un lieu où, disait-il, les vérités traînaient souvent dans les plis du linge. « Vous avez entendu quelque chose cette nuit-là, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle hésita, tira sur son tablier, puis acquiesça timidement. « J'ai entendu des pas, dans le jardin, très tard, et une voix. » « Une voix ? D'homme ? De femme ? Non, d'enfant, je crois. Une comptine, très douce, comme un murmure. Et où étiez-vous à ce moment-là ? Je descendais chercher une couverture. Il faisait froid. Je n'ai pas osé regarder dehors. Vous souvenez-vous de la mélodie ? » Elle rougit. « 3 mariés dans une maison. L'une rit, l'autre fond. L'autre ne dit rien et disparaît. » Poirot fronça les sourcils. La même comptine que Liliane chantait, une voix d'enfant, ou un souvenir trop fort pour rester enfoui ? « Merci, » dit-il doucement. « Vous nous avez aidés plus que vous ne le pensez. » Et je vis, dans les yeux de Molly, la peur ancienne de ceux qui savent, mais n'ont jamais appris à nommer ce qu'ils ont vu. Nous étions dans la chambre de Liliane, lorsque Poirot, d'un geste précis, souleva la boîte à couture posée sur la coiffeuse. Elle semblait banale, mais son regard s'était arrêté sur une couture trop récente, un ourlet réajusté sans soin. Il souleva le tissu, fouilla du bout des doigts, et en sortit la broche, le lys blanc, éclatant, intact, mais souillé d'un fil rouge, minuscule, à peine visible. Je laissai échapper un souffle. « Elle l'avait donc prise, murmurai-je. »« Où on l'a placée ici ?» répondit Poirot. « Ce bijou a changé de main.
et je doute que mademoiselle Liliane l'ait fait pour son plaisir. Alors pourquoi? Pour dissimuler, pour détourner, ou peut-être pour punir. Nous entendîmes un pas dans le couloir. Poirot replaça la broche dans la boîte et referma le couvercle. « Il ne faut pas qu'elle sache que nous savons, » dit-il. Je le regardai, déconcerté. « Vous croyez qu'elle a tué sa sœur? » Je crois que nous approchons d'un cœur blessé, et que les cœurs blessés ont parfois des gestes que la raison seule ne peut expliquer. Il quitta la pièce sans bruit, et je sentis que la maison venait de respirer plus fort, comme si elle s'était réveillée. Liliane redevint, dès l'après-midi, le centre des regards. Ses gestes, pourtant inchangés, semblaient en soudain peser plus lourd. Elle évitait les conversations, fuyait les pièces où l'on chuchotait. Elle demanda à voir sa mère, resta enfermée longtemps avec elle, puis ressortit les yeux rougis, sans un mot. Rupert ne la regardait plus. Adrian l'observait, quant à lui, avec une intensité nouvelle. Et moi, je ne savais plus que penser. Poirot, fidèle à lui-même, gardait le silence, mais je reconnaissais dans son pas mesuré une tension accrue, comme si chaque seconde qui passait resserrait un nœud invisible. « Hastings, dit-il ce soir-là, un objet n'est jamais qu'un objet. Mais quand il passe de main en main, dans une maison troublée, il devient une confession. Je pensais à la broche, au lys, et je sus qu'il parlait d'elle autant que de Liliane. Ce fut au détour d'un entretien avec le pasteur Rowley, homme à la mémoire encore vive malgré son grand âge, que je touchai du doigt une vérité enfouie sous les couches épaisses du non-dit. Nous étions assis dans la sacristie, un après-midi de ciel bas. Le thé était tiède, la lumière douce. « Vous parliez des Alton Baxter ?» me dit-il soudain, les yeux fixés sur une tache invisible de la nappe. Une bien vieille famille, mais bien tourmentée, monsieur Hastings, surtout depuis cette perte. Je fronçai les sourcils. Cette perte? La petite, la toute première. Grâce. Elle n'avait que 3 ans, je crois, ou 4. On n'en parle plus depuis longtemps. La douleur, voyez-vous, est parfois une maladie contagieuse. Alors, on isole. Il marqua une pause, puis ajouta, presque à contre-cœur. J'ai célébré les baptêmes des 3 filles, mais je n'ai jamais officié pour les obsèques de la première. Un frisson me parcourut. Le nom même semblait avoir été gommé de la mémoire collective. Je quittai l'église, le cœur alourdi. Ce prénom, oublié de tous, flottait à présent autour de nous, comme une présence silencieuse, et je sentais que Poirot, lui aussi, commençait à suivre cette trace effacée. Il me fallut du temps pour me souvenir. Ce fut une chanson, fredonnée machinalement par une vieille femme sur le banc d'un jardin, qui rouvrit une porte que je croyais scellée. 3 mariés dans une maison, l'une rit, l'autre fond, la 3e, plus de noms. Je la connaissais. Ma mère me la chantait, autrefois, à voix basse. Je ne l'avais pas entendue depuis l'enfance. C'était un air simple, doux, mais aux paroles déconcertantes. Je me surpris à la fredonner moi-même, plus tard, en marchant dans le couloir du manoir. Et à chaque fois, cette même hésitation sur le dernier vers, comme un trou noir dans la mélodie. « La comptine vient d'ici, n'est-ce pas ?» demandai-je à Poirot. Il hocha lentement la tête. Et ce n'est pas une chanson, Hastings, c'est une mémoire, une que l'on ne voulait plus prononcer, mais qui revient toujours au moment où l'on croit l'avoir enterrée. Poirot demanda à parler de nouveau à Madame Alton Baxter, cette fois sans détour, et je l'accompagnai. Nous la trouvâmes dans le boudoir, les mains occupées, à repriser un gant ancien, dont le cuir semblait ne plus tenir que par habitude. « Madame, dit Poirot avec douceur, j'aimerais vous parler d'une enfant nommée Grâce. »
Le geste s'arrêta net, le fil pendait, elle releva les yeux lentement, et pour la première fois depuis notre arrivée, je vis dans son regard non pas la douleur, mais la peur. « Pourquoi ce non ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Parce qu'il revient, dans les pierres, dans les chansons, dans les silences. » Elle posa le gant, croisa les mains sur ses genoux. Elle était douce, trop douce, elle n'avait pas la force des autres. Elle se tut un instant, et puis elle est tombée malade, très vite, une fièvre. Et pourtant, aucun acte d'inhumation ne figure dans les registres, fit remarquer Poirot. Elle ne répondit pas. Ses yeux s'étaient voilés. Ce nom, Monsieur Poirot, ce n'est pas moi qui l'ai effacé, c'est la maison. Et je compris alors que cette femme portait un deuil qu'on ne lui avait jamais autorisé à prononcer. Les jours qui suivirent furent empreints de cette étrange langueur, propre aux secrets que l'on croit avoir enterrés, mais qui se dressent à nouveau, implacables. Je discutai longuement avec le médecin du village, un homme sec et méthodique, qui s'étonna à demi de nos questions. La petite Grâce, je n'étais pas encore installé ici, mais j'ai vu l'affiche. Fièvre inexpliquée, mort, rapide. On n'en a jamais parlé. Aucune autopsie? Non, c'était une autre époque. Poirot, quant à lui, semblait pensif, presque troublé. Il notait, comparait, recoupait. Une mort sans larmes, Hastings. Voilà ce qui m'inquiète. Les morts d'enfants provoquent des secousses visibles, dans les témoignages, dans les rites, dans les voix. Ici, rien. Comme si elle n'avait jamais existé, comme si l'on avait volontairement recouvert son souvenir d'un silence d'église. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement d'un deuil mal fait, mais d'une disparition méticuleusement gérée, administrée comme une opération chirurgicale. Et si elle n'était pas morte du tout, risquai-je. Poirot ne répondit pas tout de suite, mais je vis, dans son regard, qu'il avait déjà envisagé cette hypothèse et qu'elle lui semblait, en effet, de plus en plus plausible. Nous nous rendîmes ensemble aux archives paroissiales, un après-midi d'orage discret, dans la petite salle humide où les livres dormaient sous des draps de poussière. Poirot, méthodique, consulta les registres de baptême, puis ceux des décès. Je lisais par-dessus son épaule, fasciné par l'élégance des lettres anciennes, les prénoms oubliés, les dates qui formaient une cartographie intime du village. Puis, il s'arrêta. « Regardez, Hastings, voilà Liliane, voilà Éléanore, et ici, Grâce, baptême enregistré, avec la date. Mais après cela, plus rien. Pas de trace de décès, pas même une annotation marginale, comme il en figurait pour d'autres enfants morts jeunes. Vous voyez ? Fit Poirot. Le nom a été inscrit, mais jamais effacé. Il a simplement été ignoré. Cela signifie que Grâce n'est peut-être jamais morte, ou que ceux qui l'ont cru ainsi ne l'ont jamais enterrée. Un silence. Vous pensez qu'elle vit encore ? Poirot ne répondit pas immédiatement. Je pense que parfois, un prénom qu'on refuse de prononcer revient sous un autre, et qu'il faut s'interroger sur ceux qui, dans une maison, ne portent pas le nom qu'ils devraient. Il referma les registres. Ce que l'on tait finit toujours par se montrer. Ce fut en revenant au manoir, alors que nous longions le couloir principal, que Poirot s'arrêta net devant une tapisserie représentant une scène pastorale. Il en détailla chaque détail, avec l'air d'un homme qui lit un testament secret. 3 femmes, Hastings, et une enfant à l'arrière-plan. Regardez bien leurs visages. Je m'approchai. L'enfant, à peine esquissé, semblait tenir un bouquet de lys. « La symbolique est trop forte pour être un hasard, dit-il. Les lys, le chiffre 3, et l'ombre sur son visage. Ce manoir est une confession déguisée.
Nous montâmes directement au bureau d'Élisabeth. Poirot lui tendit un carnet. « Vous avez consigné chaque événement de vos filles, sauf un. » Elle ne dit rien. Ses mains se crispèrent. « Grace n'est pas morte, n'est-ce pas? Elle a été envoyée ailleurs, en Irlande peut-être ?» « Elle était née d'un autre père, » murmura-t-elle enfin. « Une erreur, une faute que mon mari ne pouvait pas admettre. Il l'a fait disparaître, non pas tuer, non, mais bannir. Comme on cache un objet brisé derrière un rideau. » Poirot ferma les yeux. Et elle est revenue, déguisée, peut-être sous un autre nom. Élisabeth se leva. « Vous croyez qu'elle était là, tout ce temps ? » « Non, dit Poirot, je le sais. » Et dans ce silence, je compris que le manoir lui-même, depuis le début, murmurait le prénom perdu. Ce matin-là, les cloches de l'église restèrent silencieuses. Non qu'elles fussent brisées, non, mais leur silence pesait davantage que tout tintement. Les bouquets, pourtant commandés, trônaient encore sur les rebords de fenêtres. Les bancs, décorés de rubans d'ivoire, attendaient en vain deux fiancés, deux unions promises. Mais la seule robe blanche que l'on vit passer fut celle qu'on retira d'un cercueil ouvert pour la dernière bénédiction. Éléanore, paisible dans la mort, reposait non plus en fiancée, mais en souvenir. Le contraste était cruel, presque obscène. On avait voulu célébrer deux mariages et l'on pleurait un enterrement. Poirot, ce matin-là, fut d'un calme absolu. Il observa les mouvements des uns et des autres, salua brièvement le pasteur et s'assura qu'aucun détail ne lui échappa. Moi, je me tenais à distance, j'écoutais les murmures, les silences, les regards qu'on évitait. Car dans chaque geste contenu, dans chaque mot retenu, se dessinait la vérité. Ce n'était pas seulement une vie qui s'était arrêtée. C'était un équilibre que la mort venait de rompre. Et Poirot, comme un horloger face à un mécanisme faussé, allait bientôt remettre chaque engrenage à sa place. Après la cérémonie, Poirot demanda que l'on réunît tous les membres de la maison au salon. Il n'éleva pas la voix, il ne convoqua pas, il invita. Et nul ne trouva la force de refuser. Ils étaient là. Élisabeth, figée dans un deuil contenu. Liliane, le visage fermé comme un rideau trop tiré. Rupert, raide et distant. Adrian, les traits tirés par une nervosité qu'il ne parvenait plus à déguiser. Molly aussi, dans un coin discret, observait. Moi, j'étais debout à côté de la fenêtre, les bras croisés, le cœur battant. Poirot prit la parole avec cette douceur redoutable qui lui était propre. « Mes amis, dit-il, nous sommes ici non pour juger, mais pour comprendre. Éléanore ne s'est pas noyée dans le silence. Elle a été poussée par des gestes, par des non-dits, par des peurs et des secrets. » Il marqua une pause. « Je vous propose donc de reconstituer ensemble cette nuit où tout a basculé. » Il promena son regard d'un visage à l'autre, et je vis, pour la première fois, la crainte se lire dans les yeux de ceux qui jusque-là avaient prétendu ne rien voir. Et dans ce silence épais, l'enquête reprenait vie. Poirot fit quelques pas dans la pièce, les mains croisées dans le dos, comme s'il récitait une partition qu'il connaissait depuis longtemps déjà. Éléanore a quitté sa chambre vers minuit, vêtue de sa robe de mariée. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sans attendre de réponse. « Parce qu'elle ne voulait pas se marier, parce qu'elle allait fuir, rompre l'engagement. Elle n'a pas fui la vie, messieurs, dames, elle a fui un mensonge. » Il se tourna vers Élisabeth. « Vous l'avez élevée dans le devoir, madame, mais le devoir sans amour devient un étouffement. » Puis, vers Adrian. « Vous lui avez menti. Elle le savait. Elle avait compris que votre cœur battait ailleurs, ou qu'il avait battu autrefois pour un autre. » Un murmure parcourut la pièce, mais Poirot poursuivit.
La broche, elle ne l'avait plus. Pourquoi? Parce qu'elle avait tenté de la rendre à Liliane? Parce que quelqu'un la lui a prise dans un moment de confusion ou de colère? Ce que nous savons, c'est qu'elle a disparu et qu'on l'a retrouvée chez Liliane. Il posa une main sur le dossier d'un fauteuil. Mais ce bijou n'est qu'un miroir. Ce qu'il reflète, c'est la peur. La peur d'Éléanore d'affronter une vérité qui aurait ébranlé les fondations mêmes de cette maison. Il se redressa. Elle n'était pas faible, elle était lucide. Et c'est cette lucidité que certains ici ont voulu éteindre. Adrian se leva brusquement. Vous n'en savez rien. Vous supposez, vous insinuez, vous bâtissez des châteaux de sable sur des impressions. Poirot ne broncha pas. Monsieur Weatherby, je bâtis sur des silences, les vôtres notamment. Depuis le début, vous évitez les questions, vous fuyez les regards, vous niez même ce que votre corps trahit. Adrian ouvrit la bouche, puis la referma. Il jeta un regard furtif à Rupert, qui restait de marbre. « Vous voulez accuser Liliane ?» continua Poirot. « Ou bien prétendre qu'Éléanore était instable. Mais elle ne l'était pas. C'est vous qui étiez instable, vous qui aviez peur, peur qu'elle parle, qu'elle révèle. »« Qu'elle révèle quoi ?» explosa-t-il enfin. Poirot s'approcha d'un pas. « Que vous n'avez jamais aimé Éléanore, que ce mariage était un arrangement, un masque. Que ce qui vous liait réellement, vous l'avez vécu autrefois avec un autre homme dans cette même maison. » Le silence fut total. Adrian tremblait. Éléanore l'avait compris. Elle n'allait pas se taire. Et dans ce regard fuyant que Poirot fixait à présent, il n'y avait plus de défense. Il n'y avait que la panique de l'homme que la vérité a déjà rattrapé. Ce fut Rupert qui prit la parole. Sa voix, basse et ferme, n'avait rien de celle d'un accusé, ni d'un homme surpris. Je l'aimais, oui. Adrian et moi, nous avions 19 ans. C'était avant tout cela, avant les mariages, avant les conventions. Il s'arrêta un instant, puis reprit. Mais ce n'était pas un caprice, c'était réel, jusqu'à ce que l'on nous fasse comprendre que cela n'était pas acceptable, que l'avenir, ici, passait par des alliances convenables, des épouses choisies, des héritiers attendus. Adrian gardait le silence, le visage défait, les yeux embués. Alors nous avons fait ce que l'on attendait de nous, poursuivit Rupert, moi avec Éléanore, lui avec Liliane. Mais Éléanore n'était pas aveugle, elle avait compris. Il tourna lentement la tête vers Adrian, et elle t'a laissé le choix. Elle espérait, je crois, que tu aurais le courage. Poirot, toujours debout, parla d'une voix calme. Mais vous avez préféré vous taire. Et quand elle a menacé de tout révéler, vous avez craint de tout perdre, votre position, votre nom, et peut-être même votre reflet. Adrian chuchota. Je voulais juste qu'elle m'écoute, qu'elle comprenne. Poirot hocha la tête. Vous avez voulu la retenir, mais vous l'avez poussée. Et dans cette phrase, il n'y avait ni haine ni colère, seulement le constat d'un échec et d'un drame né de la peur de l'amour vrai. Poirot reprit doucement la parole, comme on referme un livre après en avoir lu les dernières pages. Éléanore avait décidé de partir. Cette robe, elle ne la portait pas pour se marier, mais pour signifier, une dernière fois, qui elle était. Ce n'était pas une fuite romantique, c'était un acte de vérité. Il tourna son regard vers Élisabeth. Elle allait venir vous voir, vous dire la vérité, non pas pour faire scandale, mais pour ne plus mentir. Puis vers Rupert. Elle vous aurait libéré, peut-être, et enfin, vers Adrian. Mais vous ne pouviez pas la laisser parler. Vous ne pouviez pas supporter ce miroir qu'elle tenait devant vous. Adrian sanglotait maintenant à demi, la tête entre les mains. Je n'ai pas voulu, je l'ai suivie. Je voulais la convaincre. Poirot s'approcha. Vous l'avez effrayée,
Vous avez voulu l'arrêter, et dans ce geste, vous l'avez perdu. Ce n'est pas un meurtre prémédité, c'est un aveu trop tardif, devenu fatal. » Il se tourna vers l'assemblée. Et c'est ainsi que ce mariage n'eut jamais lieu, parce que dans cette maison, trop de vérité avait été repoussée. Et je compris alors que ce n'était pas seulement Éléanore qui avait voulu fuir, mais tout un monde de mensonges qu'elle ne pouvait plus porter seule. Le salon s'était vidé lentement, comme si chacun redoutait de croiser son propre reflet dans les vitres de ce manoir, désormais trop vaste. Poirot, cependant, ne semblait pas avoir clos son chapitre. Tandis que le silence reprenait ses droits sur Crofton Lake, il continua à recueillir ce qu'il appelait les miettes de la vérité. Il fit quelques appels discrets, consulta un registre ancien au presbytère, échangea quelques mots avec la cuisinière, un regard appuyé avec Molly. Il n'en disait rien à voix haute, mais je le connaissais trop bien pour ne pas percevoir cette tension particulière dans son maintien. Quelque chose de plus profond que le drame d'Éléanore planait encore, ici, un silence plus ancien, plus enraciné. Ce fut au détour d'un chemin solitaire que Poirot me dit simplement « Hastings, il est temps que nous cessions de croire à la mort de Grace Alton Baxter. » Je m'arrêtai, net. « Vous voulez dire qu'elle est vivante ?» Il ferma les yeux un instant. « Elle n'a jamais été morte. Elle a été effacée. » Et dans ce mot, prononcé avec une infinie gravité, résonnait l'écho de tant de familles britanniques, prêtes à tout pour sauver les apparences, quitte à sacrifier un enfant au nom du silence. Nous marchions à travers les sentiers humides, là où la brume semblait vouloir effacer toute trace humaine. Poirot, d'une voix mesurée, me révéla ce qu'il avait lentement reconstitué. L'enfant, Hastings, n'avait que 3 ans. Elle ne comprenait pas les mots qu'on lui imposait, mais elle ressentait l'exil. On l'a envoyée en Irlande, chez une cousine du côté maternel, sous un nom d'emprunt. Je fronçai les sourcils. Et personne n'a posé de questions. On a fait ce que font les familles bien nées, lorsqu'une naissance dérange. On efface, on transpose, on étouffe. Elizabeth Alton Baxter, alors toute jeune, a commis l'erreur d'aimer hors des lignes tracées. L'enfant né de cette union illégitime devenait une menace pour le prestige de la lignée. Il s'interrompit. On a prétendu que la petite était morte d'une fièvre foudroyante. Pas de cérémonie, pas d'avis de décès, juste un adieu silencieux. Je me sentis profondément troublé. Et l'enfant, qu'est-elle devenue? Poirot murmura « Une servante, une fille discrète, peu instruite, mais au regard trop vieux pour son âge. On l'a éloignée de sa mémoire, mais elle n'a jamais cessé d'attendre qu'un jour, quelqu'un prononce enfin son vrai prénom. Ce fut au petit matin, alors que la maison dormait encore, que Poirot demanda à voir Molly. Elle arriva sans bruit, comme toujours, les mains croisées devant elle, les yeux baissés. Mais cette fois, son regard, lorsqu'il croisa celui de Poirot, s'y attarda une seconde de trop. « Vous vous appelez bien Molly Keane ?» demanda Poirot avec douceur. Elle acquiesça, mais sa voix trembla. « Depuis quand êtes-vous à Crofton Lake ?»« 2 ans, monsieur. » Poirot hocha lentement la tête. « Non, mademoiselle, vous y êtes depuis bien plus longtemps. Vous y êtes née. Sous un autre nom, celui de Grace. » Elle recula légèrement. Son teint se décomposa. « Je ne comprends pas. » « Mais si, vous comprenez, car vous avez toujours su qu'un fil invisible vous rattachait à ces murs, à ces visages. » Un sanglot jaillit, contenu trop longtemps. On me disait que j'étais la nièce d'une cousine, qu'on ne voulait pas de moi ici, mais je rêvais de revenir. Je voulais seulement comprendre. Poirot s'approcha, et vous avez compris.
car même le silence finit par parler. Et dans ce frisson qui passa sur le visage de la jeune femme, je vis naître une vérité plus tragique encore que la mort, l'oubli imposé. Elle sanglotait doucement lorsqu'elle reprit la parole. Sa voix oscillait entre l'enfant perdu et la jeune femme blessée. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je suis sorti dans le jardin, pieds nus. L'air était lourd, comme suspendu. Et puis, j'ai vu une silhouette blanche passer près de l'étang. Poirot ne disait rien. Il écoutait avec une attention que je connaissais bien. C'était Éléanore. Elle portait sa robe. Elle marchait vite, presque en courant. Je l'ai suivie, mais de loin. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Je croyais qu'elle fuyait, pour de bon. Elle s'arrêta, les yeux n'embués. J'ai entendu une voix d'homme, et puis, un cri. J'ai voulu courir, crier, mais quelque chose m'a retenu, comme une peur ancienne, un réflexe. Et ensuite, soufflai-je, ensuite, il y avait une voix, une comptine, une voix d'enfant, comme si c'était moi, jadis, qui la chantait. J'ai cru devenir folle. Poirot posa une main rassurante sur la sienne. Ce n'était pas de la folie, c'était la mémoire. Et cette mémoire, Mademoiselle Grace, va enfin retrouver son nom. Elle ferma les yeux. Et dans ce silence-là, il y avait plus de vérité que dans tous les registres de l'état civil. Lilian entre dans la pièce sur la demande de Poirot. Elle s'attendait à une énième question, peut-être une confrontation. Elle ne s'attendait pas à ce que la servante qu'elle avait vue 100 fois sans la regarder soit en vérité sa sœur. Lorsque Poirot lui annonça la nouvelle, Lilian resta muette. Elle regarda Molly, non Grace, avec une stupeur qui n'avait rien de théâtral. « Ce n'est pas possible. Vous dites qu'elle... » Poirot acquiesça lentement. « Elle est née avant vous, une erreur que votre mère a tenté d'effacer. Mais le sang, mademoiselle, ne s'efface pas si aisément. » Lilian s'approche, tremblante. Elle dévisagea Grace comme si elle cherchait un trait, un reflet, une preuve. Puis, d'une voix presque inaudible, « Est-ce pour cela qu'on m'a toujours tenue à distance? Pourquoi je n'étais jamais l'assez bonne? Pas comme Éléanore. » Grace ne répondit pas. Les mots manquaient. Lilian tendit lentement la main, hésitante. « Je n'ai pas su. Je te jure que je n'ai jamais su. » Et dans ce simple « te », ce tutoiement soudain, tout ce que la famille leur avait refusé se formait enfin. Une reconnaissance, une lueur de lien, un début. C'est Élisabeth que Poirot fit venir en dernier, la maîtresse des lieux, celle qui avait dicté le silence et façonné les apparences. Elle entra fière, droite, mais déjà usée par ce que l'on pressentait être une révélation qu'elle n'était plus en mesure de contenir. Lorsqu'elle aperçut Grace, elle pâlit. Ses jambes fléchirent, et elle se tint à l'embrasure de la porte, incapable de prononcer un mot. Poirot, en toute simplicité, dit « Voici votre fille ». Le masque tomba. Élisabeth s'avança lentement. Elle s'agenouilla, maladroitement, devant la jeune femme. Je n'avais jamais vu une telle chose. Une femme éduquée dans le contrôle, la réserve, la grandeur, poser les genoux au sol comme une pécheresse. « Je suis désolé. Je voulais te protéger, ou peut-être me protéger. J'ai eu peur, et j'ai choisi la honte muette plutôt que l'affront public. » Elle leva les yeux. « Je ne mérite pas ton pardon. » Grace baissa les yeux, interdite. « Mais je n'ai jamais cessé de t'attendre, » murmura-t-elle. Elles restèrent ainsi, dans cette posture immobile, comme figées dans le remords et la tendresse trop tardive. Et dans le silence qui les enveloppa, on entendait enfin quelque chose de juste, la voix douce d'un pardon arraché à tant d'années perdues. Poirot, fidèle à son habitude, attendit que le tumulte des émotions
se soit un peu apaisé. Ce n'est qu'au matin, après une nuit, où, selon ses mots, les derniers rouages avaient trouvé leur place, qu'il s'assit face à moi pour démêler le fil des heures. Hastings, chaque détail compte. La robe, la broche. On pourrait les croire accessoires, mais elles sont, au contraire, les clés. Pourquoi Éléanore aurait-elle enfilé sa robe de mariée en pleine nuit? Par coquetterie. Impossible. Elle s'apprêtait à affronter une décision irrévocable. Elle voulait affirmer son identité, poser un geste fort. Le choix de cette robe n'est pas un caprice, c'est une déclaration. Je hochai la tête, songeant à l'image poignante d'Éléanore, traversant les pelouses encore mouillées de rosée. Et la broche, poursuivit-il, ce bijou, porteur d'un lourd héritage, a disparu, pour réapparaître dans la chambre de Liliane. Mais ce n'est pas elle qui l'a volée. Éléanore avait décidé de la restituer, elle l'avait sur elle cette nuit-là. Quelqu'un, après sa mort, a voulu la faire passer pour instable, mélancolique, pour que son geste paraisse cohérent. Poirot se pencha vers moi. Or, Hastings, Éléanore n'avait aucunement l'intention de mourir. Adriane, continua Poirot d'une voix grave, a senti la vérité lui échapper. Il se leva, fit quelques pas, comme pour accompagner la chronologie de ses mots. Lorsqu'il a entendu que la broche avait été retrouvée, il a compris qu'Éléanore avait franchi un seuil. Elle n'allait pas seulement rompre leur fiançailles, elle allait révéler ce qu'elle avait compris de lui, du passé, de Rupert. Elle ne parlait pas sous l'effet d'un chagrin passager, mais avec une clarté effrayante pour celui qui avait tant à perdre. Je me souviens de mon trouble en l'écoutant. Je pensais à Adriane, cet homme si raffiné, si réservé, l'image même du fiancé modèle. Et pourtant, il l'a suivi cette nuit-là, dit Poirot. Il l'a vu marcher vers l'étang, la robe soulevée dans le vent, ses cheveux défaits. Il l'a rejointe, l'a suppliée de se taire. Mais Éléanore n'a pas fléchi. Elle allait parler. Poirot croisa les bras. Il avait peur, non pas de perdre Éléanore, mais de perdre cette façade patiemment construite, un avenir, un nom, un rôle. Et face à ce miroir qu'elle lui tendait, il a vacillé. Le regard de Poirot s'assombrit. Et c'est dans ce moment de panique que tout a basculé. Ils ont crié, elle s'est débattue, il a tendu le bras, non pour frapper, mais pour la retenir. Éléanore a reculé, un pas de trop. Poirot parlait désormais bas, presque comme s'il récitait une prière funèbre. Elle est tombée dans l'eau. Il a couru, tenté de la sortir. Trop tard. Le courant avait fait son œuvre. Je fermais les yeux. L'image était insupportable. Alors, reprit Poirot, il a fait ce que font les hommes acculés. Il a choisi le mensonge. Il a disposé le corps de façon à faire croire à un suicide. Il a repris la broche et, dans un geste désespéré, il l'a glissée dans la chambre de Liliane, espérant détourner l'attention. Une maladresse révélatrice. Je restai un moment silencieux, puis je murmurai. Il aurait pu avouer. Il aurait pu dire que c'était un accident. Peut-être, dit Poirot, mais il aurait dû pour cela renoncer à tout. Et les lâches, Hastings, ne renoncent jamais. Ils préfèrent bâtir sur le sable, jusqu'à ce que la vérité les engloutisse. Et moi, en écoutant cette reconstitution sans phare, je sentis un poids terrible s'abattre sur cette maison, celui d'un amour dénié, d'une vie fauchée, et d'un instant où tout aurait pu être différent. Tous étaient réunis dans le salon, comme lors de la première convocation. Mais cette fois, l'air y était chargé d'électricité. Le silence n'était plus celui du deuil, mais celui d'un pressentiment terrible. Poirot resta debout. Il n'éleva pas la voix. Il n'en eut nul besoin. « Mes amis, dit-il lentement,
Je vous ai promis la vérité. Elle est là, entière, implacable. » Il se tourna vers Adrian. « Vous avez voulu qu'on croie au désespoir d'une fiancée fragile. Mais elle était forte. Elle voulait vivre. Ce que vous n'avez pas supporté, c'est qu'elle dise tout haut ce que vous vouliez taire, qu'elle éclaire ce que vous aviez enfoui. » Adrian tremblait. Élisabeth détourna le regard. Liliane se crispa. La robe n'était pas un linceul, c'était un acte de courage, la broche, un témoin. Et vous, monsieur, avez maquillé un accident en drame romanesque. Pour sauver quoi? Une illusion? Adrian voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Poirot se tourna alors vers Grace. « Vous avez été oubliée. Elle, Éléanore, vous avez vu. Elle avait compris. Et c'est peut-être cela, plus que tout, qui l'a rendue lumineuse. Je vis alors s'abattre sur Adrian, non la justice des hommes, mais celle, plus terrible, du regard des vivants. » Liliane se leva. Ses mains étaient jointes, son visage d'une pâleur presque irréelle. « Je ne peux pas épouser un homme qui a fait cela. » Adrian ne tenta même pas de la retenir. Il baissa la tête, comme un condamné qui reconnaît enfin son crime. « Je t'ai aimé, » murmura-t-il. « Peut-être, » répondit-elle, « mais ce n'était pas assez pour me dire la vérité. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Puis ce fut Élisabeth qui s'avança vers Grace, ou plutôt vers sa fille. Elle tendit la main, maladroitement, comme une élève convoquée à l'aveu. « Si tu veux encore de moi ?» Grace hocha simplement la tête. Rien de théâtral, rien d'exalté, un simple acquiescement. Poirot me souffla alors. « Il n'y a pas de réparation parfaite, Hastings, mais il y a parfois des débuts, des gestes qui comptent, et dans cette réintégration discrète, presque murmurée, d'un enfant abandonné, je crus percevoir une forme de paix. Pas pour Éléanore, hélas, mais pour celle qui restait et qui peut-être construirait un monde plus vrai. » Le cercueil d'Éléanore fut refermé en fin d'après-midi. Avant que le couvercle ne soit posé, Élisabeth déposa la broche, ce lys d'argent, jadis fierté, devenue poids. « Qu'il repose avec toi, » dit-elle à mi-voix. « Puisse-t-il ne jamais plus blesser ?» Je crus voir une larme perler à son œil, mais elle l'essuya vite. Le silence se referma sur le bois clair. Et moi, regardant ce lys inerte dans la pénombre du cercueil, je compris que la vérité, une fois dite, ne rend pas la vie, mais elle rend possible le deuil. Et Poirot, en refermant son carnet, murmura simplement. Elle le méritait. Je n'avais jamais songé qu'un jour viendrait où, dans un même lieu, on dresserait des chaises pour pleurer au lieu de bénir. Et pourtant, ce matin-là, à Crofton Leigh, je vis plus de visages dans l'église que les jours précédents réunis. Des silhouettes venues de loin, des chuchotements retenus, des gants noirs à la place des gants blancs. On ne mariait plus Éléanore, on l'ensevelissait. 3 robes de noces avaient été préparées. 3 jeunes femmes, issues du même sang, s'étaient tenues prêtes à franchir l'autel. Et pourtant, c'est en robe sombre qu'on la pleurait aujourd'hui. Je me surpris à chercher dans la foule ceux qui avaient déserté les réjouissances. Les voisins absents, aux fiançailles, les membres de la famille qui avaient décliné l'invitation. Ils étaient là maintenant, peut-être poussés par la honte, peut-être attirés par le mystère, ou tout simplement parce qu'un deuil offre ce que les unions parfois échouent à donner. Une gravité universelle. Le pasteur prononça quelques mots sobres. Il n'évoqua ni scandale, ni secret, juste une vie écourtée. Et moi, en regardant le cercueil d'Éléanore glisser lentement vers la terre, je songeais que c'est souvent autour d'un silence qu'on mesure ce que valait une voix. Au moment où le cercueil allait être scellé, Élisabeth s'approcha. Elle tenait dans ses mains
un petit objet enveloppé dans un tissu ivoire. J'eus un frisson en reconnaissant la broche, le fameux lys d'argent, pièce unique, si étroitement liée à l'histoire des Alton Baxter. Je vis Poirot se raidir à mes côtés. « Regardez bien, Hastings, » murmura-t-il. « Il y a une tache, minuscule, mais indélébile. Le rouge, sur le blanc, ne ment jamais. » La broche avait été retrouvée dans la chambre de Liliane, on le savait à présent, déplacée après la mort. Mais avant cela, Éléanore l'avait bien eue en sa possession. Peut-être dans un dernier geste, l'avait-elle serrée si fort qu'un éclat l'avait blessée. Élisabeth ne dit rien. Elle ouvrit le tissu, déposa la broche directement sur la poitrine d'Éléanore. Un adieu sans parole, mais plus éloquent que 1000 discours. Il y avait dans ce geste une complexité douloureuse. Ce n'était pas seulement une mère qui enterrait sa fille, c'était une femme qui enfouissait dans la même tombe un nom, une lignée, une illusion d'unité familiale. Le fil rouge, Hastings, reprit Poirot à voix basse, c'est celui du sang, du lien, et parfois du mensonge. Nous nous étions écartés du cortège après la cérémonie. Poirot, comme toujours, paraissait détaché, mais je connaissais assez son silence pour savoir qu'il pensait plus qu'il ne disait. « Mon ami, fit-il soudain, il y a une chose que vous devez comprendre. Je l'invitai du regard à poursuivre. La vérité, Hastings, elle ne répare pas, elle aide éclair, oui, mais elle ne recoue pas les cœurs, elle ne referme pas les plaies, elle les montre, c'est tout. Je ne pus qu'acquiescer. Ce que nous avions mis au jour, cette histoire de secrets étouffés, d'amour dissimulé, de fierté blessée, rien n'avait sauvé Éléanore. Et pourtant, ajouta-t-il en posant la main sur mon bras, il faut continuer à la chercher, non parce qu'elle guérit, mais parce qu'elle empêche qu'on vive dans le faux. Je songeais alors à Grace, à Liliane, à Élisabeth, 3 femmes, 3 âges, 3 douleurs, et au milieu d'elles, le vide laissé par Éléanore, irremplaçable. Peut-être, repris-je, que la vérité était moins une réparation qu'un miroir. Elle ne change pas ce qui fut, mais elle oblige chacun à se regarder. Poirot sourit faiblement. Et c'est déjà beaucoup, mon ami. L'église s'était vidée. Le vent s'engouffrait par la porte latérale, soulevant les pages du missel resté ouvert sur le pupitre. J'étais resté en arrière, incapable de quitter les lieux. Peut-être espérais-je un signe, un murmure, quelque chose de discret, comme un accord final, et c'est là que je l'entendis. Ce n'était pas une voix, pas une parole claire, plutôt une comptine, chantée autrefois, fredonnée dans les souvenirs d'une enfance lointaine, 3 mariés, 3 rubans. L'une rit, l'autre ment, et la dernière tombe dans l'étang. Je frémis. Était-ce un souvenir, un son réel, un écho de cette vieille chanson que ma mère chantait à voix basse quand le soir tombait? Je ne saurais le dire, mais ce qui m'émut davantage fut la sensation aiguë que cette comptine, si anodine en apparence, contenait toute la trame de notre histoire. 3 jeunes femmes liées par le sang, séparées par la douleur, une vérité camouflée dans le rythme naïf d'un jeu d'enfant. La voix s'éteignit, ou peut-être l'avais-je simplement rêvé. Mais en sortant de l'église, je compris que certaines choses ne s'effacent pas, ni les mots tuent, ni les refrains anciens, ni les larmes qu'on n'a pas versées. Le manoir allait se refermer comme on ferme un livre dont la dernière page laisse un goût amer. Chacun repartirait avec son silence, son regret, son fragment d'ombre, et moi, en rejoignant Poirot pour le dernier adieu, je sus que cette enquête ne serait jamais pour moi comme les autres, non parce qu'elle avait été plus complexe, mais parce qu'elle m'avait rappelé que le courage n'est pas toujours de découvrir,
il est parfois de dire ce qui gêne, ce qui accuse, ce qui éclaire trop. Et dans ce rideau que l'on tire sur le cœur, il reste un pli, toujours. Parfois, ce ne sont pas les mensonges, mais les vérités murmurées trop tard, qui brisent les vies. Et vous, auriez-vous su lire les silences avant qu'ils ne deviennent des adieux? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la avec ceux qui aiment les énigmes du cœur, et abonnez-vous pour d'autres récits où l'ombre éclaire le vrai. Car même lorsque tout semble s'éteindre, un parfum de mystère flotte encore dans l'air.